où se mêlait l'odeur des melons pourris et de la corne brûlée. La mère de Grenouille, quand les douleurs lui vinrent, était debout derrière un étal de poissons dans la rue au fer et écaillait des gardons qu'elle venait de vider. Les poissons, prétendument pêchés le matin même dans la Seine, puaient déjà tellement que leur odeur couvrait l'odeur de cadavres. Mais la mère de Grenouille ne sentait pas plus les poissons que les cadavres, car son nez était extrêmement endurci contre les odeurs. Et du reste, elle avait mal dans tout le milieu du corps, et la douleur tuait toute sensibilité aux sensations extérieures. Elle n'avait qu'une envie, c'était que cette douleur cessât. Elle voulait s'acquitter le plus vite possible de ce répugnant enfantement. C'était son 5e. Tous les autres avaient eu lieu derrière cet étal, et à tous les coups, ça avait été un enfant mort-né, ou à peu près, car cette chair sanguinolente qui sortait là ne se distinguait guère des déchets de poissons qui gisaient sur le sol, et ne vivait d'ailleurs guère davantage. Et le soir venu, tout cela était balayé pêle-mêle et partait dans des carrioles vers le cimetière ou vers le fleuve. C'est ce qui allait se passer une fois de plus, et la mère de Grenouille, qui était encore une jeune femme, 25 ans tout juste, qui était encore tout à fait jolie et qui avait encore presque toutes ses dents et encore des cheveux sur la tête, et qui, à part la goutte, la syphilis et un peu de phtisie, n'avait aucune maladie grave, qui espérait vivre encore longtemps, peut-être 5 ou 10 ans, et peut-être même se marier un jour et avoir de vrais enfants en étant la respectable épouse d'un artisan, qui aurait perdu sa femme par exemple. La mère de Grenouille souhaitait que tout cela finisse. Et quand les douleurs se précisèrent, elle s'accroupit et accoucha sous son étal, tout comme les autres fois, et trancha avec son couteau à poisson le cordon de ce qui venait d'arriver là. Mais voici qu'à cause de la chaleur et de la puanteur, qu'elle ne percevait pas comme telle, mais plutôt seulement comme une chose insupportable et enivrante, un champ de lys ou une chambre close où l'on a mis trop de jonquilles, elle tourna de l'œil, bascula sur le côté, roula sous la table et jusque sur le pavé, restant là, en pleine rue, le couteau à la main. On crie, on accourt, les badauds font cercle, on va chercher la police. La femme est toujours là, couchée par terre, le couteau à la main, et elle revient lentement à elle. On lui demande ce qui s'est passé. Rien. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ce couteau? Rien. Et qu'est-ce que c'est que ce sang sous ses jupes? C'est les poissons. Elle se lève, jette le couteau et s'en va pour aller se laver. Mais voilà que, contre toute attente, la chose sous l'étal se met à crier. On va y voir. Et sous un essaim de mouches, au milieu des entrailles et des têtes de poisson, on découvre le nouveau-né. On le dégage. On le confie d'office à une nourrice, la mère est arrêtée, et comme elle ne fait aucune difficulté à avouer qu'elle aurait sûrement laissé crever le marmot, comme du reste les 4 précédents, on la traduit en justice, on la condamne pour infanticide réitéré, et quelques semaines plus tard, on lui coupe la tête en place de grève. L'enfant avait déjà changé 3 fois de nourrice. Aucune n'avait voulu le garder plus de quelques jours. Il était trop goulu, disait-elle. Il tétait pour 2. Il ôtait le lait de la bouche des autres nourrissons et le pain de la bouche des nourrices, puisqu'on ne pouvait pas vivre en n'en ayant qu'un seul. L'officier de police chargé de cette affaire, un certain Lafosse, commençait à en avoir assez et méditait déjà de faire porter l'enfant au centre de regroupement des enfants trouvés et orphelins, au bout de la rue Saint-Antoine, d'où partaient chaque jour des convois d'enfants à destination du grand orphelinat d'État de Rouen. Mais comme ces transports s'effectuaient par porteurs chargés, de hôtes de raffia où, pour assurer un meilleur rendement, on fourrait ensemble jusqu'à 4 nourrissons, comme du même coup le taux de décès en cours de route était extrêmement élevé, comme pour cette raison les porteurs avaient pour consigne de prendre uniquement en charge des nourrissons qui fussent baptisés et munis d'un billet de transport en bonne et due forme, qui devait être visé à l'arrivée à Rouen, mais comme l'enfant Grenouille n'était ni baptisé, ni d'ailleurs pourvu d'un nom, que l'on put inscrire sur un billet de transport en bonne et due forme, et comme d'autre part, il n'était guère concevable que la police abandonnât anonymement un enfant en l'exposant aux portes même du centre de regroupement, ce qui eût été le seul moyen de couper à toute autre formalité, bref, en raison de toute une série de difficultés ressortissant à la bureaucratie et au fonctionnement des administrations, qui semblaient soulever l'expédition du petit enfant, et parce qu'au demeurant le temps pressait, l'officier de police, Lafosse, préféra renoncer à faire exécuter sa première décision, et donna pour instruction qu'on remette ce garçon aux mains de quelque institution religieuse, qui en donnerait des charges, veillerait à le baptiser et déciderait de son destin ultérieur. On put s'en défaire au profit du cloître Saint-Méry, dans la rue Saint-Martin. Il y reçut le baptême et le nom de Jean-Baptiste. Et parce que le prieur était ce jour-là d'heureuse humeur, et qu'il avait encore quelques fonds pour les bonnes œuvres, l'enfant ne fut pas expédié à Rouen.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.